Il a changé la manière dont on pense le travail, la richesse et même l'histoire. Philosophe, économiste ou plutôt révolutionnaire, Karl Marx reste l'une des figures intellectuelles les plus influentes du XIXe siècle. Mais derrière la pensée critique et l'analyse des structures économiques, un texte soulève encore aujourd'hui des interrogations profondes. Il s'agit de Sur la question juive qu'il a publié en 1844. Dans ce court essai, Marx emploie un langage dur, parfois virulent à l'égard du judaïsme, un langage que beaucoup qualifient aujourd'hui d'antisémite. Alors, que révèle vraiment la question juive? Que disait Marx sur les juifs et pourquoi? Était-ce une critique de la religion, du capitalisme ou bien quelque chose de plus troublant? Karl Marx, de son nom complet Karl Heinrich Marx, est né le 5 mai 1818 à Trèves, au sein du royaume de Prusse, donc l'actuelle Allemagne, et il est le deuxième d'une famille de 8 enfants. Il est issu d'une famille de marchands qui étaient propriétaires de vignobles dans la Moselle. Son père était un avocat, issu d'une famille de rabbins ashkénazes, ses deux grands-pères étaient eux aussi rabbins, et la mère de Karl Marx était elle aussi issue d'une famille juive hollandaise. Pour mieux s'intégrer dans la société, notamment pour exercer sa fonction d'avocat, le père de Karl Marx a dû se convertir au protestantisme en 1816 et il changea même de prénom, ce qui sera aussi le cas de sa maman, elle se convertira par la suite au luthéranisme. Karl Marx est quant à lui baptisé dans le luthéranisme en 1824, mais il n'a pas du tout été élevé de façon religieuse. En tout cas, il n'y a aucune preuve qui montre que ses parents l'ont éduqué dans la religion, que ce soit le luthéranisme ou le judaïsme, et ce point est très important parce que ça va nous aider à comprendre un petit peu ses idées. D'ailleurs, pour l'anecdote, Marx était souvent appelé le mort par ses proches, notamment ses enfants et ses amis, en raison de son teint foncé, de ses cheveux très noirs, qui faisaient aussi référence à sa judéité. Alors je vous passe certains détails de sa vie, mais il deviendra un ami très intime du philosophe socialiste et communiste Friedrich Engels, qui va beaucoup influencer ses combats. En effet, en 1842, Engels a dû aller à Manchester pour travailler dans une firme commerciale. Là-bas, il avait rencontré la misère prolétarienne dans toute son ampleur et il avait décidé d'étudier les conditions de travail horribles de ces prolétaires, et il sortira même un ouvrage là-dessus en 1845 intitulé « La condition des classes laborieuses en Angleterre ». Mais revenons à Marx. Son amitié avec Engels va renforcer sa prise de conscience sur les injustices sociales liées au capitalisme industriel du XIXe siècle. En fait, en observant ce double mécanisme, donc d'une part la misère des ouvriers et d'autre part l'enrichissement des capitalistes, il a voulu comprendre les mécanismes économiques qui produisent ces inégalités. Et c'est d'ailleurs pour ça que Marx est connu, c'est-à-dire sa critique du capitalisme et sa vision d'une société sans classe. C'est avec Engels qu'il écrira le manifeste du Parti communiste en 1848, dans lequel ils affirment tous deux que l'histoire est marquée par la lutte des classes, donc la bourgeoisie contre le prolétariat. Marx publiera lui-même en 1876 l'ouvrage de sa vie, un texte de référence, donc le Capital, dans lequel il prône la révolution prolétarienne comme moyen de renverser le capitalisme et dans lequel il aspire à instaurer une société communiste où les moyens de production seraient collectivisés pour éviter les fortes disparités sociales. C'est un texte qui lui a pris plus de 20 ans à écrire, mais il va mourir avant de publier l'entièreté de son œuvre, et c'est pourquoi Engels, son ami de toujours, va se charger, à partir de ses brouillons, de rédiger définitivement et de publier les autres volumes de ce livre-là, donc le livre 2 et le livre 3 du Capital. D'ailleurs, si aujourd'hui le Capital demeure un texte majeur, sachez qu'à l'époque son ouvrage était vraiment un véritable flop, puisque les 1000 exemplaires publiés mettront 4 ans à être écoulés. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir s'intéresser à la question religieuse. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas du tout été élevé dans la religion, il n'avait aucune attache donc à la religion, et surtout il avait une vision critique de celle-ci, qu'il considérait non pas comme une simple croyance, mais comme un produit social lié à des conditions matérielles précises. En gros, pour Marx, la religion naît dans un monde où les gens souffrent, donc elle offre un réconfort, un sens à la misère, une illusion de justice, et donc en donnant une explication imaginaire aux souffrances réelles, la religion va venir freiner les révoltes, en détournant les gens vers une espérance spirituelle au lieu d'un changement physique et matériel. Marx ne dit pas donc qu'il faut interdire la religion, mais il pense que dans une société juste, la religion disparaîtra d'elle-même, car les gens n'auront plus besoin de ce refuge. La religion est donc selon Marx une réponse humaine à une souffrance humaine. Si on supprime la cause de la souffrance, donc l'exploitation et l'injustice, la religion, qu'il qualifiait lui-même d'opium du peuple,
n'aura donc plus raison d'exister. En 1844, Marx publie Sur la question juive, en réponse à La question juive du penseur Bruno Bauer, sorti un an auparavant. Dedans, Bauer soutient qu'un État vraiment libre et rationnel ne doit reconnaître aucune religion. Il prône donc une séparation stricte entre État et religion, et tout en partant de l'exemple des Juifs, il avance que ces derniers ne sauront s'émanciper que s'ils abandonnent leur identité religieuse. Bauer est avant tout anti-religieux et demeure tout aussi critique sur le christianisme, et c'est ainsi que Marx va lui répondre avec cet ouvrage en disant que ce n'est pas la religion qu'il faut abolir, en premier en tout cas, mais les conditions sociales qui la rendent nécessaire. Il prend notamment l'exemple des États-Unis, pays avec une omniprésence religieuse, mais pays qui n'a pourtant pas de religion d'État. Il conclut donc que même dans un État laïque, l'homme reste aliéné s'il vit dans une société fondée sur l'intérêt privé, notamment économique. Toujours en prenant l'exemple juif, Marx parle de l'esprit juif à la recherche du profit. Il dira « Quel est le faux profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif ? Le trafic. Quel est son dieu profane ? L'argent. Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle s'émanciperait elle-même. » Néanmoins, le texte de Marx a beaucoup divisé la communauté savante. Certains pensent qu'il s'agit avant tout d'un texte antisémite, en raison de certains passages ambigus et interprétés comme polémiques. Par exemple, pour le philosophe Jean-François Revel, Marx a écrit un pamphlet anti-judaïque, et un autre philosophe, Robert Mirachi, accusera Marx d'avoir écrit un des ouvrages les plus antisémites du XIXe siècle, où serait même lancé un appel au génocide. Pour d'autres, Marx avait une répulsion pour l'image du juif, un certain déni de sa propre judéité, et appelait au complot juif visant à dire que la société bourgeoise, donc la société chrétienne, est en vérité enjuivée. Néanmoins, de l'autre côté de la communauté savante, certains n'y voient rien d'antisémite et déclarent que ce n'est pas seulement la religion juive que Marx critique, mais toute forme d'aliénation religieuse ou économique. Ce sera le cas notamment de l'historien italien Enzo Traverso ou encore de Lionel Richard qui dira « Attribuer au jeune Marx un antisémitisme de fond relève d'un détournement de pensée. Faudrait-il accepter cette falsification parmi les idées maintenant universellement admises ? L'historien Robert Mandrou soulignait déjà en 1968 que les textes de Marx contre Bauer, trop souvent cités malhonnêtement par les contempteurs du marxisme qui s'apitoient sur le juif antisémite, valaient d'être lus avec attention et probité. En tout cas, il convient de replacer les choses dans leur contexte, et pour rappel, nous sommes à cette période-là dans un contexte particulier en Europe, avec beaucoup de tensions, de stéréotypes sur les juifs. On les accuse d'être des étrangers, des parasites, des financiers déloyaux et des manipulateurs de la politique et de l'économie, souvent en lien avec l'industrialisation et la banque. En tout cas, que le texte de Marx soit donc véritablement un texte antisémite ou non, une chose est sûre, il reste une figure mythique du XIXe siècle, et même du XXe siècle, puisqu'il a inspiré énormément de luttes ouvrières, syndicales et anticoloniales. Il inspirera notamment de grandes figures, bien que controversées, comme Lénine, Mao Tse-tung ou encore Che Guevara, dans une optique révolutionnaire. Et encore aujourd'hui, notamment dans les communautés universitaires, l'esprit marxiste perdure encore. Je finirai cette vidéo avec une citation de Marx qui dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer. » Et je trouve cette phrase particulièrement intéressante dans un contexte d'islamophobie ambiant ces dernières années. On peut donc se questionner sur la façon dont l'histoire se répète et sur la façon dont les sociétés s'en prennent toujours à un bouc émissaire qui change selon les époques, mais le plus important c'est d'essayer de faire en sorte que les choses changent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que comme d'habitude vous ayez appris des choses, ne serait-ce qu'une seule petite information, j'en serais ravie. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et à très vite.